Salut les gars, c'est Oli de Profils Historiques. Et aujourd'hui, je vais vous emmener dans la France du XIVe siècle où le dernier duel judiciaire allait avoir lieu. Le duel judiciaire était une ancienne méthode du droit germanique pour régler les accusations en l'absence de témoins. Cela aboutissait à un duel entre deux guerriers seuls et le vainqueur était proclamé avoir raison. Durant la vie du guerrier Sir Jean de Carouge, il vivrait de nombreuses guerres et campagnes étant le vétéran de nombreux combats, car il a vécu à l'époque de la guerre de 100 ans. Et faut-il préciser que c'était une époque de trahison, de conflit et de soif de sang? Il serait immortalisé pour ses actes de son vivant, mais surtout pour le dernier duel judiciaire officiellement organisé en France. Les circonstances qui ont mené à ce duel sont entrées dans la légende. C'est l'histoire de deux amis farouches, et de la façon dont la jalousie, la luxure et l'orgueil mèneraient à la mort. Voici leur histoire. Commençons par examiner la jeunesse de Sir Jean de Carouge. Né vers 1330 à Saint-Marguerite de Carouge, il était le fils aîné d'un chevalier et petit noble, portant aussi le nom de Sir Jean de Carouge. Son père était un soldat et un guerrier, et il avait été récompensé pour ses années de combat pendant la guerre de 100 ans. Avec un titre de chevalier et un château surplombant la ville, il fut également nommé responsable de la région. En grandissant, le jeune Jean admirait énormément son père, un homme qui avait beaucoup d'histoires à raconter et qui avait beaucoup acquis. Le garçon apprendrait l'art de l'épée et suivrait bientôt les traces de son père. Il rejoindrait également l'armée, car il voulait ce que son père avait, le respect et, bien sûr, la gloire du triomphe sur le champ de bataille. Au début des années 1370, Jean épouserait Jeanne de Dilly, la fille du seigneur de Chambois. Après le mariage, le couple aurait un fils ensemble, et Jean nomma son meilleur ami, l'écuyer Jacques le Gris, comme parrain. Le duo d'amitié serait bientôt invité à la cour de Pierre d'Alengon, mais leur relation se détériorerait rapidement, car le Gris deviendrait bientôt le favori du comte Pierre, récompensé pour ses services par un château et un vaste domaine. Jean deviendrait jaloux de son ami, et les deux hommes deviendraient rivaux, à la cour. Cependant, une tragédie frapperait Jean. Sa femme et son fils moururent de causes naturelles inconnues. Fou de chagrin, il quitta la maison et entra au service d'un autre seigneur, puis partit en campagne pour combattre les Anglais. Il se distingua au combat lors d'une campagne de 5 mois au cours de laquelle la moitié de ses camarades furent tués. Après avoir vu tant de morts, il rentra chez lui en 1380 et se maria. Marguerite de Thibauville. Marguerite était décrite comme jeune, belle, bonne, sensée et modeste, et comme l'épouse que tout homme aurait la chance d'avoir. Cependant, son père, Robert de Thibauville, un seigneur normand, s'était rebellé 2 fois contre le roi de France et avait eu la chance d'être autorisé à vivre. À cause de cela, son nom de famille était entaché. En 1384, Jean assista à une fête célébrant la naissance du fils de son voisin. Les Gris étaient à la fête et les deux hommes se mirent d'accord pour mettre fin à leur ressentiment l'un envers l'autre. Les deux hommes s'embrassèrent à nouveau comme des amis lors de la fête. Jean présenta sa nouvelle épouse à les Gris. Quelques mois après la réconciliation des deux amis, Jean décida de repartir à la guerre. Sa troupe rejoignit l'armée écossaise et ils menèrent un raid dans le nord de l'Angleterre, détournant ainsi les forces anglaises des mouvements de la France. Jean et ses hommes arrivèrent en Écosse avec son commandant et les deux armées ne firent plus qu'une, marchant vers le sud et incendiant de nombreuses fermes, châteaux et villes. Le roi Richard II d'Angleterre mena lui-même son armée, rencontra les Français et les Écossais et leur proposa une bataille. Les Français acceptèrent de combattre mais les Écossais se replièrent, entraînant la fuite de toute l'armée. Arrivés à Édimbourg, les Écossais partirent vers le nord, laissant les Français seuls et en infériorité numérique dans la ville. L'armée contourna alors les forces anglaises par le sud, se rendit dans le Northumberland et continua à piller et à saccager. Ils décidèrent alors de remonter plus au nord, mais furent attaqués par une armée anglaise dirigée par Henri Percy, qui détruisit les provisions de l'armée et décima leurs forces, faisant de nombreux prisonniers. Les Français survivants se replièrent à Édimbourg puis embarquèrent sur des navires pour retourner en France. Même si la mission fut un échec total, Jean allait briller sur le champ de bataille et même s'y épanouir. Un autre chevalier remarqua sa prouesse militaire et l'adouba sur le champ,
entouré par les cadavres des guerriers tombés au combat. Il allait bientôt rentrer chez lui auprès de sa femme, mais il avait des affaires à Paris. Alors, il laissa sa femme et sa belle-mère dans le village de Campomesnil et partit ensuite pour Paris en janvier. À présent, Marguerite, l'épouse de Jean, se retrouvait seule dans sa demeure. Sa mère avait des affaires juridiques à régler et emmena la plupart, sinon la totalité, de ses domestiques, laissant ainsi sa fille vulnérable. Un homme frappa bientôt à la porte du château, que Marguerite ouvrit elle-même alors que personne d'autre n'était présent. Un homme nommé Adam Louvel annonça que Jacques Legris attendait devant la porte et souhaitait la voir. Elle refusa, mais Adam dit « Il vous aime et ferait tout pour vous ». À ce moment-là, Legris força son entrée dans le château. Il a ensuite agressé sexuellement Marguerite avec violence et lui a dit que si elle en parlait à quelqu'un, il la tuerait. Lorsque son mari, Jean, est revenu quelques jours plus tard, Marguerite lui a tout raconté. Il a alors réuni tous ses amis et sa famille, et Marguerite a répété ce qu'elle avait dit à Jean. Il engagerait aussitôt des poursuites. Mais le juge dans cette affaire était le comte Pierre, qui avait favorisé Legris lors du procès. Pierre a acquitté Legris de toutes les charges et a accusé Marguerite d'avoir inventé ou même rêvé l'agression. Indigné, Jean ne se reposerait pas tant que justice n'aurait pas été rendue. Il est allé à Paris pour faire appel directement au roi. Il savait que, Marguerite étant la seule témoin de son agression, cela serait jugé faible au tribunal. Mais il avait besoin de se venger et de restaurer l'honneur de sa femme. Alors Jean a élaboré un plan. Jean serait bientôt présenté au roi de France, et il lui demanda, au lieu de poursuivre un procès criminel, de défier Legris lors d'un duel judiciaire. Un combat à mort dans lequel le survivant serait considéré par Dieu comme ayant raison dans cette affaire. Cependant, en 1386, les duels judiciaires n'avaient plus lieu, et la possibilité qu'un tel combat soit autorisé était très incertaine. Legris et Jean allaient bientôt tous deux comparaître devant la cour, et tous deux jetèrent un gant, signe qu'ils avaient l'intention de se battre. La procédure judiciaire avait toujours lieu, car le Parlement examinait les preuves des deux parties et prenait en compte les deux témoignages. Legris affirmait que Jean était rendu fou par la jalousie et qu'il ferait tout pour le ruiner. Finalement, le Parlement a rendu son verdict, car il n'a pas pu déterminer qui était coupable. Les deux hommes allaient se battre jusqu'à la mort. Le 29 décembre 1386, des milliers de personnes se rassembleraient pour assister au duel judiciaire, car la nouvelle s'était répandue dans tout le pays. Marguerite était vêtue de noir. Si son mari mourait au combat, elle serait brûlée vive sur le bûcher juste après le duel, car elle aurait alors été reconnue coupable de parjure. Les deux hommes se rendraient sur le champ de bataille, montés à cheval et vêtus d'une armure de plate complète. Ils étaient tous deux armés d'une lance, d'une épée longue et d'une hache de combat. C'était ce qu'on appelait la Sainte Trinité. Le gris fut fait chevalier juste avant le combat afin que les deux hommes soient égaux. Ils prêtaient alors tous deux serment à Dieu, à la Vierge Marie et à Saint Georges, confiant ainsi le jugement du juif à Dieu. Après cela, Jean alla voir sa femme et l'embrassa, lui promettant de revenir vers elle. Le roi ordonna que quiconque interviendrait serait exécuté, et que toute personne interrompant verbalement le duel aurait la main tranchée. Les deux chevaliers préparèrent leurs chevaux et se lancèrent l'un contre l'autre pour le combat. Leurs lances se heurtèrent mais ne causèrent aucun dégât significatif. Ils chargèrent de nouveau, cette fois frappant les aumes l'un de l'autre, désormais étourdis avec les oreilles qui bourdonnaient. Ils chargèrent à nouveau, mais leurs lances se brisèrent sur leurs boucliers. C'était un combat équilibré, les deux guerriers étant aussi habiles l'un que l'autre. Ils jetèrent tous deux leurs lances au sol, dégainèrent leurs haches de guerre et chargèrent à nouveau pour la 4e fois. Ils s'affrontèrent alors, se tailladant et se frappant l'un l'autre, jusqu'à ce que le gris, qui était réputé être l'homme le plus fort, parvienne à décapiter le cheval de Jean d'un seul coup. Jean sauta rapidement de son cheval qui tombait et balança vivement sa hache sur le cheval de Legris, l'éventrant. Les deux guerriers étaient maintenant à pied et ils dégainèrent leurs longues épées pour s'engager dans un duel traditionnel, leurs lames s'entrechoquant. Mais après plusieurs minutes, le gris prit l'avantage et devint l'agresseur dans le combat.
Jean glissa, et le gris profita de cette occasion pour enfoncer son épée dans la cuisse droite de Jean. Toute la foule poussa un cri de stupeur, pensant que c'était la fin pour Jean. Mais contre toute attente, il attrapa rapidement le casque de Le Gris avec ses 2 mains et le plaqua au sol. Il tenta de poignarder son adversaire, mais les coups s'enfonçaient seulement dans son épaisse armure de plate. Se rendant compte que son épée ne pourrait pas achever l'homme, il sortit sa dague et utilisa le manche pour briser la serrure de la visière de Le Gris. Il réussit à casser la goupille, retenant la serrure et arracha la visière, exposant ainsi son visage. Jean, maintenant complètement monté sur Le Gris, exigea qu'il avoue sa culpabilité, mais il cria « Au nom de Dieu et au péril de la damnation de mon âme, je suis innocent. » Jean enfonça alors sa dague à travers le cou de Le Gris, le tuant presque instantanément. Jean se tint alors au-dessus de son adversaire mort, victorieux. La foule rugit alors, et les pages coururent sur le terrain pour bander la blessure à sa cuisse. Il s'agenouilla alors devant le roi, qui lui remit 1000 francs et un revenu annuel de 200 francs par an. Après cela, il alla retrouver sa femme devant tous les spectateurs. C'était une scène émouvante pour tous. Peu de temps après le combat, Jean fut promu et devint le garde du corps du roi. Il serait envoyé en mission et chargé d'autres tâches de grande importance. Jean serait également présent pour être témoin de la lente descente dans la folie du roi Charles VI. Des années plus tard, en 1396, une période de paix survint pendant la guerre de 100 ans avec l'Angleterre. L'armée française rassemblerait une armée contre une nouvelle menace, les Turcs, et lancerait une croisade contre eux. Jean et son commandant traverseraient l'Europe centrale et s'uniraient aux Hongrois, causant beaucoup de dévastation sur le territoire ottoman. Le 12 septembre 1396, l'armée arriverait à Nécopolis et commencerait à assiéger la ville. 2 semaines plus tard, le sultan Bayezid lui-même arriva avec son armée et défia l'armée des Français et des Hongrois de l'affronter en bataille ouverte. Les 2 forces s'affrontèrent alors sur le champ de bataille. Ce fut un massacre, et les Français et les Hongrois furent vaincus. La plupart furent tués ou capturés, puis exécutés. Le sort exact de Jean de Carouge est inconnu, mais on dit que sa garnison a été complètement décimée par la cavalerie turque. Jean aurait eu 66 ans à sa mort, un vétéran de la bataille, mais plus l'homme qu'il était autrefois, dans sa jeunesse. Jean de Carouge a vécu une vie pleine de chagrins et a enduré de nombreux malheurs, mais il a aussi connu le triomphe et la richesse. Son célèbre duel fut le dernier duel officiel enregistré dans l'histoire de France. Cela l'avait immortalisé comme un homme courageux et noble, se battant pour l'honneur de sa femme et risquant leur 2 vies dans le processus. Il est finalement mort sur le champ de bataille, un lieu où il se sentait sûrement chez lui. Faites-moi part de vos réflexions sur ce guerrier et sa vie extraordinaire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau portrait historique